fonctionne bien, ça chauffe bien. C'est-à-dire que le chauffage est en route, on sent que quand on touche que c'est pas froid, mais il n'y a pas grande... Et pourtant c'est sur 5, pas un grand niveau, donc c'est tout agréable. Multiplié par 3, nous vous donnerons le mode d'emploi. Donald Trump est encore au pouvoir pour 2 mois et entend en profiter. Il veut permettre les forages pétroliers en Arctique. Il aurait aussi envisagé de frapper des sites nucléaires iraniens avant d'en être dissuadé par ses conseillers. Et puis Barack Obama, interviewé en exclusivité pour France 2, l'ancien président des États-Unis répondra aux questions de François Bunel à l'occasion de la sortie de ses mémoires. Ce sera juste après le journal. Les pompiers de Marseille partent en guerre contre le coronavirus. Ils le traquent dans les eaux usées chaque jour, dans les égouts de la ville, et parviennent ainsi à prédire avec quelques jours d'avance où frappe la maladie. C'est incroyablement fiable et ça a permis de repérer les lieux où il y avait des contaminations, d'isoler les cas, de protéger les EHPAD. Reportage de Théo Souman et Pierre-Jean Perrin. À Marseille, depuis cet été, une traque souterraine est menée discrètement contre l'épidémie de Covid-19. Les marins-pompiers prélèvent les eaux usées à la recherche du virus et cartographient son évolution dans la ville. Ils peuvent même cibler très précisément un lieu à risque, un EHPAD par exemple. On va utiliser les plans de l'EHPAD, déjà les égouts, on va savoir à peu près où ça sort. Des fois on a des doutes sur un collecteur, donc ce qu'on va utiliser c'est un marqueur, la fluorescéine qui est un marqueur fluorescent qu'on va mettre dans les toilettes, au niveau de la lavabo de l'EHPAD, et on va voir si on arrive à retracer, si le marqueur fluorescent ressort au moment où on prélève. Chaque semaine, des échantillons sont prélevés pour les 116 EHPAD de Marseille et sont analysés dans cette start-up. Le laboratoire est ici dédié à la recherche du coronavirus, grâce à des techniques de biologie moléculaire. Ces courbes qui montent signalent la présence du Covid-19 dans le prélèvement, parfois jusqu'à 6 jours avant l'apparition des premiers symptômes. On s'est aperçu que nous étions en mesure de détecter dans les selles avant l'apparition des premiers signes cliniques. Alors c'est très intéressant parce que ça permet d'isoler les gens et donc d'éviter qu'ils soient eux-mêmes source de contamination pour d'autres. La méthode a probablement sauvé des vies dans cette maison de retraite du centre de Marseille. L'échantillon analysé a révélé la présence du virus. Alerté, la direction a pu réagir à temps, tester tous les résidents et les salariés. L'analyse globale qui a été faite suite au prélèvement d'eau a permis de mettre en évidence la présence de la Covid chez 2 de nos collaborateurs qui ont pu être isolés, bien évidemment. Ça peut être pour nous un moyen préventif majeur pour éviter effectivement la propagation du virus. L'analyse des eaux usées devient un indicateur précieux pour éviter les foyers épidémiques. Un réseau national d'observation se construit en France ces derniers mois pour jouer à terme un rôle de sentinelle. Isoler les malades et rechercher leurs cas contacts, c'est la stratégie de l'assurance maladie. Ne pourrait-on pas faire mieux, être plus efficace? Les Japonais préfèrent, eux, chercher qui a contaminé les malades, c'est le backtracing. Il permet notamment de repérer les super contaminateurs qui, à eux seuls, peuvent infecter des dizaines de personnes. Jules Manchant. Tokyo la semaine dernière. Des rues passantes et beaucoup de foule, bien loin des confinements instaurés en Europe. Jamais le Japon n'a eu recours à des restrictions de déplacement massifs. La raison, un système de traçage pour suivre la circulation du virus. En France, lorsqu'une personne est déclarée positive, les autorités sanitaires lui demandent ses cas contacts. Au Japon, autre méthode. Avec un cas positif, les brigades sanitaires cherchent à remonter jusqu'à l'origine de chaque infection. Objectif, trouver des super contaminateurs. Une méthode largement diffusée en Asie, qui a permis à Séoul, en Corée du Sud, il y a quelques mois, d'identifier un cluster. En boîte de nuit, un homme avait à lui seul transmis la maladie à 54 personnes. La majorité aujourd'hui de la transmission de ce virus se fait par ces événements de superpropagation. Aller traquer ces chaînes de superpropagation, c'est quelque part tuer dans l'œuf le démarrage des vagues épidémiques. France et Japon, 2 pays frappés très tôt par l'épidémie. Avec leurs 2 méthodes, ils affichent des bilans différents. En France, 67 millions d'habitants, au Japon 126. Et pourtant le pays compte 16 fois moins de cas positifs et 1900 décès, bien loin des 45 000 comptabilisés en France. Selon plusieurs spécialistes, cette méthode de traçage pourrait permettre à la France d'éviter une 3e vague trop importante.
Nous évoquions hier les bons résultats du vaccin Moderna. Eh bien, l'Europe n'a pas encore commandé de doses. Le PDG du laboratoire a d'ailleurs prévenu que les Américains seraient servis en premier. L'Union européenne a en revanche commandé des vaccins Pfizer. Ils doivent être conservés à moins 70 degrés dans des super congélateurs que fabrique l'Allemagne. Reportage de Laurent Debonnet et Brice Boussois. C'est le plus grand parc d'exposition de Berlin et bientôt l'un des plus grands centres de vaccination d'Allemagne. Les travaux d'aménagement viennent de commencer pour une campagne de masse. 20 000 personnes par jour. Albrecht Brome est en charge de toute la logistique. Il a 4 semaines, pas plus, pour transformer ces grands halls. Une partie avait déjà été aménagée par précaution en hôpital de campagne qui n'a jamais servi. Pour la vaccination, il faut installer de nouvelles cloisons, organiser le flux des personnes vaccinées, aménager des espaces bien plus vastes. La vaccination durera en moyenne 2 minutes. Il faudra faire remplir quelques papiers et ensuite il faut un espace où les gens puissent s'installer pendant 30 minutes pour qu'on les garde un peu en observation. Dans toute l'Allemagne, une 60aine de centres comme ici sont prévus. Et tous viennent s'équiper dans cette usine, dans le centre du pays. L'un des plus grands fabricants au monde de congélateurs. On peut descendre jusqu'à moins 90 degrés. C'est ultra froid. Avec cette température, on est assuré que le vaccin ne périt pas. Vendus environ 20 000 € pièce, on se les arrache. Les régions allemandes, responsables du stockage du vaccin, ont passé commande il y a plusieurs mois déjà. Ici, tous les ouvriers font des heures supplémentaires. On a beaucoup de travail. C'est très bien. Un bon carnet de commandes. Heureusement, moi j'ai une apprentie avec moi pour m'aider. Les commandes affluent maintenant de 150 pays. Mais le patron prévient, les plus tardifs, souvent hors d'Allemagne, devront patienter. Les délais de livraison sont allongés. Certains de nos clients auront une situation où le vaccin sera là, mais la distribution ne pourra pas se faire. Officiellement ici, la logistique du vaccin sera prête dès la mi-décembre. Mais les autorités sanitaires allemandes préviennent, même avec tous ces moyens, il faudra sans doute environ 1 an pour vacciner tous ceux qui le souhaitent. Et la France a commandé 50 super congélateurs. La France qui a franchi ces dernières 24 heures la barre des 2 millions de cas Covid confirmés. 33 500 malades sont actuellement hospitalisés, dont près de 5 000 en réanimation. On a tendance à considérer que le Covid-19 est une maladie de personnes âgées. C'est vrai que très peu de jeunes développent des formes graves. Ça ne signifie pas qu'ils sortent indemnes de cette maladie. Elle est traumatisante et parfois les séquelles sont très handicapantes. Florence Bouquillard et Philippe Maire. Le virus a bouleversé le quotidien de ces 2 femmes. Malgré leur jeunesse, longtemps après avoir été contaminées, elles ne sont toujours pas guéries. Cette jeune podologue a été testée positive fin mars. Tous ses examens semblent aujourd'hui normaux, pourtant elle se plante encore de séquelles et à 28 ans, elle erre de médecin en médecin. Le plus embêtant, c'est des décharges électriques que j'ai au repos musculaire. Les maux de tête qui reviennent de façon cyclique, des acouphènes. J'ai été assez désespérée de voir la réaction de certains médecins qui m'ont pas prise au sérieux. Pourtant, les cas de Covid long commencent à intéresser les hôpitaux, comme ici à Suresnes, où l'on suit une 60aine de patients. 15% d'entre eux ont moins de 30 ans. Pauline Ostric a 27 ans. Elle est suivie dans cette consultation post-Covid depuis juin. Très mal, avant le repas, pendant le repas, et du coup, Elle a contracté le virus en mars, en Angleterre où elle travaillait. De retour chez ses parents pour sa convalescence, elle pensait n'y rester que quelques semaines. Seulement voilà, elle non plus n'est toujours pas guérie. là, j'alterne entre problèmes respiratoires, problèmes au niveau de la poitrine, essoufflement, problèmes digestifs et surtout des malaises à l'effort que je n'avais pas du tout avant. J'étais une grande sportive, je suis quelqu'un de très optimiste qui veut plein de choses tout le temps et là maintenant je suis plus juste toute seule. Le docteur Nicolas Barésien prescrit d'abord à ses patients un bilan pulmonaire, cardiaque et immunitaire. Puis il leur fait passer d'autres examens plus personnalisés. Cette fois-ci pour Pauline, un test de résistance à l'effort. Donc je vous montre, le test qu'on va faire, là, c'est en 30 secondes, faire le plus de fois possible, assis, debout, ne quittez pas, allez, plus vite possible, 1, 2. Selon ce médecin, ce serait un dérèglement du système nerveux qui empêcherait certains patients, même jeunes, de retrouver une vie normale.
Pour moi, le fil conducteur de ces savons post-Covid semble être la dysautonomie neurovégétative. C'est un ensemble de systèmes qui nous accélèrent et nous freinent, nous ralentissent. Hein. On a l'impression que cet équilibre est détraqué suite à l'infection virale. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça n'est pas grave. Par contre, c'est long à récupérer. Autre piste d'étude, le système immunitaire serait perturbé de façon plus prolongée chez certains patients. Les enfants devraient pouvoir reprendre le sport en club en décembre avec un protocole sanitaire adapté. Un passe-sport permettra par ailleurs de financer leurs activités physiques l'an prochain. Les annonces faites par Emmanuel Macron aux représentants du monde du sport, 400 millions d'euros d'aide nouvelle vont être débloqués. Le président qui s'adressera aux Français en milieu de semaine prochaine, sans doute pour préciser les étapes et les modalités du déconfinement. Ça fera bientôt 3 semaines que nous sommes confinés et nous avons appris à vivre avec cette deuxième vague d'épidémie. On gère par exemple désormais la maladie à domicile. C'est ce que nous montre ce reportage de J.M. Benzina et Vincent Dupartig à Tarare dans le Rhône où ils passent la semaine. On se protège, on protège tout le monde. On protège aussi les patients qu'on va suivre après. Donc on s'habille complètement. Sous le masque et la Charlotte, c'est Nathalie Delmar, infirmière libérale. Bonjour. Pour notre deuxième jour à Tarare, nous l'accompagnons lors de sa tournée quotidienne. Si elle s'équipe ainsi, c'est qu'elle doit faire un test Covid à cette patiente, presque l'ordinaire depuis la seconde vague de la maladie. Il est arrivé à faire 15 heures par jour. Attention, j'y vais. Attention, voilà. C'est tout bon. J'ai le droit de me moucher, tu as le droit de te moucher, j'ai fini avec toi. Dès le petit jour, cette tararienne, depuis 4 générations, parcourt la ville et ses environs. 50 patients dans la journée, mais plus dans le même ordre. À cause du Covid, on essaie de faire les gens qui sont positifs en fin de tournée pour limiter la contamination. On fait des inversions, on adapte pour la sécurité de tout le monde. Et puis il y a ce petit plus qu'elle apporte bien au-delà du soin. Bien dormi? Respirez bien. De la chaleur humaine, comme chez Nicole Petit, privé du contact direct avec ses enfants et petits-enfants, confinement oblige. C'est dur, il y a eu les anniversaires, on ne l'a pas fait, voilà quoi. Heureusement, on a notre infirmière qui vient 3 fois par jour, donc voilà, on a les nouvelles d'un peu de tout quoi. La région Auvergne-Rhône-Alpes est l'une des plus touchées par le Covid-19. L'Agence régionale de santé va y déployer plus de 550 000 tests antigéniques plus rapides pour soulager les laboratoires pris d'assaut. À Tarare, Arnaud Convert, le pharmacien, a pris les devants. Vous avez quoi comme symptômes? Dans un local de boutique éphémère prêté par la mairie, le pharmacien réalise des tests antigéniques depuis une semaine. Le faire ressortir et vous revenez dans 20 minutes? Verdict, la patiente est positive. Pour Arnaud Convert, ces tests permettent d'être plus réactifs face à l'épidémie. On gagne du temps et on gagne surtout du contact parce qu'elle va se mettre à l'isolement tout de suite, donc elle ne va pas rencontrer d'autres gens et voilà. Donc vous êtes positive. Et les mesures sont immédiates. Vous allez aller avec vous ne rentrerez pas dans la pharmacie, d'accord? Vous allez prévenir votre médecin traitant. C'est plus pratique parce que j'ai des enfants, je les ai pas mis au collège aujourd'hui, me doutant un petit peu des résultats. Et du coup là au moins je suis sûre et demain je vais mettre un peu au collège. Pour faire face à l'épidémie, quelques numéros plus loin, nous verrons demain que d'autres commerçants ne manquent pas de ressources. Les 2 confinements ont provoqué la baisse du nombre d'accidents de la route cette année. Cette baisse a permis de sauver des vies et pour les assureurs d'économiser 2 milliards d'euros. Malgré cela, les tarifs des assurances auto devraient augmenter en moyenne de 2% l'an prochain, selon l'association de consommateurs UNEPSI Que Choisir. Explication de Johan Vanov et Armel Expérito. Une année où les Français ont beaucoup moins roulé. Et pourtant, les tarifs d'assurance automobile vont grimper. Plus 2% en moyenne pour 2021. De quoi mettre en colère les automobilistes. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, sachant que les voitures n'ont pas beaucoup avec le télétravail, le confinement. Donc c'est vraiment pas le moment. Normalement, ils auraient arrêté les cotisations puisque les voitures n'en vaut pas. Une hausse due en partie à l'augmentation des tarifs des pièces détachées. Plus 8% selon les assureurs. Pour l'association UFC Que Choisir, ce n'est rien à côté de l'économie réalisée par les compagnies d'assurance pendant le confinement. 2 milliards d'euros selon elle. Il y a une baisse de 14% des accidents cette année, et c'est tout à fait illogique que ça ne se retrouve pas dans une baisse des tarifs
globale et générale pour l'ensemble des assureurs. Et c'est pour ça qu'on demande que les consommateurs se mobilisent pour demander des diminutions du montant de leurs primes en raison justement de ce confinement. Mais la hausse des tarifs ne s'arrête pas à l'assurance automobile. Elle va aussi concerner les complémentaires santé, plus 3 à 5% en moyenne. Première raison, c'est des hausses insuffisantes au 1er janvier 2020 parce que le gouvernement a mis la pression sur les complémentaires, donc il y a un rattrapage à faire. Deuxième raison, c'est l'impact du 100% santé. Les assureurs doivent couvrir des soins qu'ils ne couvraient pas auparavant, donc en couvrant plus, il faut bien tarifer en conséquence. Les spécialistes recommandent aux consommateurs de faire jouer la concurrence. Meilleur moyen de faire baisser les tarifs. Et le deuxième confinement devrait faire chuter l'économie française de 2,5 à 6% au dernier trimestre selon l'INSEE. Sur l'année, le PIB chuterait de 9 à 10%. Au début d'été, le gouvernement avait débloqué 7 milliards d'euros pour sauver la France. Les Pays-Bas avaient pu apporter 3,4 milliards pour préserver le groupe formé avec KLM. La deuxième vague de l'épidémie de Covid contraint Air France KLM à chercher 6 milliards de plus. La compagnie perd aujourd'hui 10 millions par jour. Julien Bigard et Antoine Hussert. Des salariés de la compagnie norvégienne qui manifestent pour sauver leur emploi. EasyJet qui affiche une perte annuelle de près d'1 milliard d'euros pour la première fois en 25 ans. Et bien sûr Air France, dont l'avenir s'assombrit avec ce deuxième confinement. Les avions de la compagnie tricolore ne seraient ainsi remplis en moyenne qu'à 30%. Perte estimée 10 millions d'euros chaque jour. Alors cet après-midi, les salariés aussi entre inquiétude et résignation. C'est un peu plus dramatique là, le remplissage d'avions, tout à coup ça, on a l'impression que ça... On s'effondre un peu plus, bien sûr, de l'inquiétude, mais on a confiance. Voilà, on a confiance. Mais pour passer ce nouveau confinement sans encombre, Air France KLM chercherait 6 milliards d'euros auprès des États et d'investisseurs privés. Autre condition, réduire les effectifs. Air France a déjà enregistré 1500 départs sur les 7500 postes que la direction veut supprimer. Pour l'instant, les seules personnes qui sont parties sont des personnes qui sont parties de manière volontaire, si ce n'est au sol, effectivement, il y a des contrats qui n'ont pas été renouvelés. En attendant le retour du ciel bleu, le secteur aérien s'accroche aux bonnes nouvelles et elles viennent d'Asie. L'épidémie aujourd'hui maîtrisée, les vols intérieurs ont déjà retrouvé leur niveau d'avant-crise en Chine. Une embellie surprise qui fait naître un espoir en Europe. On peut vite imaginer des améliorations, à commencer par les vols intérieurs qui sont moins soumis aux restrictions de déplacement. Par contre, sur tout ce qui est voyage d'affaires, les déplacements professionnels, là on imagine devoir attendre de nombreuses années avant de retourner à la normale. Pour les experts, le trafic aérien ne reviendra pas à la normale avant 2024. Pour relancer l'économie et des travaux de rénovation thermique, le gouvernement avait annoncé en septembre que le dispositif MaPrimeRénov' serait élargi à tous les propriétaires de logements. Ces propriétaires aisés, jusqu'ici exclus, ont saisi la balle au bon. Les demandes ont explosé, 10 000 en janvier, 30 000 en octobre. Mode d'emploi avec Johan Mola et Chloé Cornet. Ce conseiller en rénovation a rendez-vous avec un client qui s'intéresse de près aux nouvelles aides. On va voir un peu votre chaudière. Un propriétaire qui souhaite changer sa vieille chaudière à gaz et qui a entendu parler de la nouvelle prime Rénov'. Un coup de pouce accessible à tous les particuliers depuis le mois d'octobre. On va pas tarder à la remplacer en fait. C'est clair. Ça serait une bonne opportunité. Mais dont les conditions évoluent en fonction des revenus des bénéficiaires. Vous, aujourd'hui, par rapport à vos revenus, vous êtes dans quelle catégorie? Plutôt bleu, jaune, violet ou rose? Vérification faite avec un salaire plutôt élevé, ce propriétaire doit aussi envisager d'autres travaux pour bénéficier de la prime. Une mauvaise surprise dans son cas. Ce serait partir sur un bouquet avec de l'isolation, une pompe à chaleur, un barrage d'eau chaude, et pourquoi pas même une ventilation. Moi, je suis plus parti sur changer, une chaudière avec bien sûr le ballon d'eau chaude. Donc je me disais, allez, 3-4 000 euros. Maintenant, s'il faut investir 30 000 ou 35 000 euros, c'est clair que c'est pas du tout dans les budgets qu'on s'est fixés. MaPrimeRénov', un dispositif surtout renforcé pour les plus modestes. Pour une famille avec 2 enfants qui déclare moins de 30 500 euros par an, elle peut atteindre 10 000 euros pour une chaudière, plus 6 000 euros en cas d'isolation d'une toiture et 4 000 euros pour une ventilation double flux. Soit 20 000 euros d'aide, la moitié du total de ce chantier. Mais pour une famille qui déclare plus de 60 000 euros par an,
Ces aides ne sont octroyées qu'en cas de rénovation globale de la maison et plafonnées à 3 500 €. Avec ce dispositif, le gouvernement souhaite regrouper les aides, simplifier les démarches. Une prime que ce professionnel espère durable. On dit que si les règles du jeu qui sont annoncées sont maintenues, c'est bien quand ça donne de la visibilité aux clients et à nous en tant qu'installateurs. Une aide que le gouvernement promet également de débloquer en 2 mois seulement. En France, 4,8 millions de passoires thermiques doivent être rénovées. Voilà pour le coup de pouce au ménage du plan de relance, mais ce plan va profiter avant tout à l'industrie et aux grandes entreprises. Selon un rapport de l'Institut des politiques publiques, il ne va pas bénéficier aux restaurateurs, aux coiffeurs victimes de la crise. Cela, on doit à des aides d'urgence, au chômage partiel, à un soutien à court terme. Christelle Méral, Barbara Six et Meilleur Moana. Quels sont les salariés dont le revenu a le plus diminué à cause du chômage partiel? En novembre, le bulletin de paie de ce coiffeur affichera grise mine, car il est à nouveau en activité partielle. En avril, lors du premier confinement, son salaire avait chuté à 1 318 € contre 1 764 € avant la crise, soit 446 € de moins. L'État prend en charge 84% de son salaire, mais son employeur ne compense pas la différence. Elle peut pas combler les 7%, c'est pas possible. Oh, oui. Le salon n'est pas ouvert, il n'y a pas de cliente, il n'y a aucun moyen de pouvoir combler le salaire. Pendant le confinement, ce coiffeur donne aussi moins de formation pour adultes, résultat, moins 700 € par mois. Les vacances d'hiver, j'y réfléchis même pas, quoi. Je me dis pas, tiens, est-ce que je vais partir? C'est vraiment pas... Non. Les classes moyennes, celles qui perçoivent environ 1 700 € net par mois, sont les plus concernées par le chômage partiel, moins 0,4% de revenus. Les ménages les plus modestes sont moins touchés, moins 0,1%, car l'État compense le SMIC à 100% en cas d'activité partielle. Pour les plus aisés, baisse de revenus limitée. Beaucoup de cadres continuent leur activité en télétravail. En revanche, les jeunes et les contrats courts perdent plus facilement leur emploi. Là se trouve notamment pour les jeunes, nouveaux entrants sur le marché du travail, se pose quand même la question de l'effet à long terme de cette crise pour cette population. Environ 5 millions de personnes ont bénéficié du chômage partiel entre mars et juillet dernier. Rappelons qu'une grande partie du plan de relance français, 40 milliards sur 100, doit être financé par l'Europe. On retrouve notre correspondant à Bruxelles, Julien Gasparito. Bonsoir Julien. Le problème, c'est que l'Europe ne parvient toujours pas à faire adopter son propre plan de relance, bloqué par les vétos polonais et hongrois. Et les deux pays coincent sur le fait de conditionner les subventions européennes au respect de l'état de droit, c'est-à-dire au respect des libertés fondamentales des citoyens, à l'indépendance de la presse ou de la justice par exemple. Et ça, eh bien, la Hongrie et la Pologne n'en veulent pas, car ce sont eux en fait qui sont visés à travers ces mesures. Et donc, il y a une bloque sur le budget de l'Union européenne et sur le plan de relance déjà en négociation depuis 4 mois. Au total, on parle quand même de plus de 1800 milliards d'euros. Alors les Européens, ils restent optimistes, ils sont convaincus qu'ils parviendront à un accord. Certains font le pari que la Hongrie et la Pologne ont besoin de cet argent et que donc ils finiront par payer. D'autres évoquent des sanctions. Mais dans les couloirs des institutions, on fait le plus prudent. Le chemin pour parvenir à un accord reste étroit, reconnaît un diplomate. Merci Julien. Aux États-Unis, Donald Trump a décidé d'utiliser ces 2 derniers mois à la tête du pouvoir pour agir et gêner son successeur. Il veut notamment autoriser les forages pétroliers dans l'Arctique, au nord de l'Alaska, sur des terres protégées. Il aurait même songé, selon le New York Times, à frapper un site nucléaire iranien. Ses conseillers l'en ont dissuadé. Stéphanie Pérez et les Nations. Il lui reste 2 mois avant de quitter la Maison-Blanche. 2 mois que Donald Trump pourrait utiliser pour laisser le moins de marge de manœuvre possible à son successeur. Le président sortant pourrait d'abord s'attaquer à la présence militaire des États-Unis en Irak et en Afghanistan, en accélérant le retrait des troupes américaines, une très populaire promesse de campagne. Selon les médias américains, le Pentagone aurait reçu des instructions pour faire rentrer 2000 des 4500 soldats d'ici la mi-janvier. Une décision jugée prématurée dans son propre camp par le très influent chef des Républicains au Sénat. Un retrait rapide maintenant des troupes d'Afghanistan, cela ferait du mal à nos alliés. Et ça satisferait ceux qui nous veulent du mal.
Autre dossier, l'Iran, la bête noire de Donald Trump. Selon la presse américaine, il aurait envisagé de frapper un site nucléaire iranien avant de quitter la Maison-Blanche. Les hauts responsables consultés sur des options d'action lui auraient vite déconseillé par peur de faire dégénérer le conflit. Dans ce bras de fer entre les deux ennemis historiques, la réaction iranienne n'a pas tardé. À toute action contre le peuple iranien, il sera apporté une réponse dévastatrice. Terrain glissant. Joe Biden a indiqué vouloir ouvrir une nouvelle séquence diplomatique avec les Iraniens. Dans la série des sujets sensibles, l'Alaska, Donald Trump accélère la procédure de vente des concessions pétrolières et gazières dans cet État américain de l'océan Arctique, contre l'avis des défenseurs de l'environnement qui veulent protéger ce refuge des ours polaires, et contre l'avis de Joe Biden qui s'est lui engagé à préserver la zone concernée de toute activité de forage. Et on retrouve Loïc de la Mornay en direct de Washington. Loïc, Joe Biden prépare lui aussi son plan de relance de l'économie et promet de créer des millions d'emplois. Oui, Anne-Sophie, c'est hier que Joe Biden a détaillé son plan de relance de l'économie dans cette période de pandémie. Alors même si on sait qu'il sera beaucoup plus strict sur le port du masque, mais il veut notamment aider les PME, notamment les restaurants, à financer l'achat d'équipements sanitaires. Et puis surtout, d'une manière générale, oui, il veut créer, dit-il, des millions d'emplois dans le pays, notamment par une politique de grands travaux, de grandes infrastructures, et puis surtout en accompagnant la transition énergétique. Il veut généraliser les voitures électriques, faire installer des centaines de milliers de bornes de recharge à travers le pays. Alors tout ça, évidemment, ce sont des projets louables, mais je vous rappelle qu'actuellement, Joe Biden n'a pas la majorité au Sénat, qui pour l'instant reste acquis aux Républicains. Il devra donc peut-être revoir certaines de ses ambitions à la baisse. Merci Loïc. Retour en France. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Paris, Rennes ou encore Lyon contre le projet de loi sécurité globale. Ce projet donne de nouveaux pouvoirs à la police municipale. Il se veut aussi plus protecteur des policiers et gendarmes en interdisant la diffusion d'images permettant de les identifier. Comment dès lors montrer les violences policières lorsqu'elles ont lieu? Assez Lorient, Dominique Gonnet. À Paris, Rennes, Nice ou Lyon, des centaines de manifestants contre une proposition de loi dite de sécurité globale jugée liberticide. Son article 24 punit la diffusion d'images du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme en intervention, lorsqu'elle porte atteinte à son intégrité physique ou psychique, inacceptable selon ces manifestants parmi lesquels journalistes et avocats. Une force publique, c'est pas une force dissimulée. Une force publique, c'est c'est une force qui doit être transparente et qui doit permettre aux citoyens de comprendre et de contrôler l'éventuel abus d'autorité. Il y a déjà beaucoup de violences policières. Ce qui s'annonce ne va pas forcément aller dans le bon sens par rapport à ça. Le débat ne commence que ce soir, mais dès cet après-midi, la discussion s'est invitée dans l'hémicycle. La conséquence directe de cet article est une atteinte grave à la liberté d'informer et à la liberté de la presse. Nombre d'affaires qui ont défrayé la chronique n'auraient pas pu être révélées. Pour Gérald Darmanin, les forces de l'ordre ont aussi besoin d'être protégées. Est-ce que les journalistes pourront continuer à filmer? La réponse est oui. Pourront-ils continuer à diffuser? La réponse est oui. Est-ce qu'un citoyen pourra filmer l'intervention de police? La réponse est oui. Mais pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières? Pourra-t-on faire des appels au meurtre sur des policiers, comme ces policiers de Magnanville, qui ont été égorgés? Alors non. La majorité elle-même est divisée. Plusieurs députés macronistes menacent de ne pas voter l'article 24. On est plusieurs également, avec la députée Adia, et j'en fais partie aussi, à proposer une version dans laquelle on prévoit explicitement que les journalistes sont exclus. Pour obtenir le vote de la loi, la République en marche risque d'avoir besoin de la droite. Ils bénéficient d'une dérogation. Les chasseurs ont le droit de chasser pendant le confinement pour éliminer les animaux dits nuisibles. Mais certains en profiteraient pour nourrir au grain sangliers, cerfs et chevreuils pour qu'ils prolifèrent, au contraire. C'est interdit par le gouvernement, mais autorisé par certains préfets. L'enquête de l'œil du 20h est signée Adrien Jaouen, Laurent Desbois et Fabienne Delis. Pas de confinement pour les chasseurs. Le gouvernement leur donne le droit de chasser, mais uniquement pour empêcher les espèces nuisibles de proliférer, comme les lapins ou les sangliers. Mais à l'œil du 20h, on a découvert que certains chasseurs font un peu plus que ça. Ils nourrissent aussi ces animaux, quitte à ce que ces bêtes nuisibles se multiplient. L'agrainage, c'est une pratique courante pour certains chasseurs. Il s'agit de nourrir le gibier en pleine forêt. L'objectif, leur donner à manger pour les empêcher d'aller dévorer les cultures environnantes. Un agrénage interdit par le ministère de la Transition écologique pendant le confinement. La pratique d'agrénage du gibier est également interdite pendant cette période.
Pour le gouvernement, en plein hiver, les cultures ne sont pas menacées. Pas besoin donc de nourrir les nuisibles. Un avis partagé par ce chasseur président d'une association. Pour lui, l'agrainage favorise même leur reproduction. Ce sont les conclusions d'une étude qu'il a menée. L'agrainage d'hiver ne contribue pas à la réduction. Il peut, dans certains cas, effectivement, contribuer à son augmentation ou à sa survie. Donc, effectivement, je pense que c'est pour ça qu'il a été interdit cette année. Et pourtant, Patrick Ercolecci, comme 521 chasseurs du département de l'Aisne, continue de nourrir des sangliers sur ses terres. Surprise, la préfecture de son département l'a autorisé, en contradiction complète avec la circulaire de la ministre. 2 fois par semaine, il sort donc son 4x4 pour éparpiller du maïs, 350 kg de céréales chaque mois déversées dans son bois. Et il a même des machines qui le font à sa place. Moi, je programme une fois tous les jours, à 6 h du matin. Ça tourne pendant à peu près 10 secondes. Et vous avez 3 à 5 kg de maïs qui tombent. Il faut absolument tenir les animaux dans les endroits où ils vivent, c'est-à-dire leur endroit c'est la forêt, c'est les bois, plutôt que d'aller en plaine chercher de la nourriture. L'agrainage est autorisé par le préfet de l'Aisne, mais interdit par la ministre. Bonjour Madame la ministre. Comment est-ce possible? Nous avons trouvé un arrêté préfectoral dans l'Aisne. Oui, moi aussi je l'ai trouvé. Vous l'avez trouvé? Je l'ai trouvé et je m'en suis inquiétée. On a demandé au préfet de revoir cette disposition qui effectivement contrevient même pas à l'esprit, mais clairement à la lettre de cette circulaire. Contacté, la préfecture de l'Aisne ne nous a pas répondu. D'après la secrétaire d'État, l'arrêté du préfet devrait être modifié dans les jours à venir. Et si vous adoptiez une brebis ou un arbre fruitier, il ne s'agit pas de vous en occuper vous-même, mais de financer culture et élevage bio avant de déguster les produits frais. C'est le principe de ce qu'on appelle le crowd farming. Cela permet en outre à l'agriculteur de garantir ses ventes. Reportage de Johan Vanov et Chloé Cornell. Des manguiers et des avocatiers à perte de vue entre Malaga et Grenade. Des arbres qui font la richesse de ces terres andalouses. Et une grande partie de leurs fruits sont vendus grâce à un système original à des familles de toute l'Europe. Juliette Simonin et 3 autres associés ont inventé un concept innovant, le crowd farming, le verger partagé. Paco Rosé Salgado, producteur bio, travaille avec eux depuis 2 mois. Je suis en train d'écrire sur cette étiquette le nom d'un client qui vient d'adopter cet avocatier. Cet arbre, par exemple, il est adopté par une famille anglaise. Et celui-ci par une autre famille française. Aujourd'hui, 300 avocatiers sont adoptés par des consommateurs. Chaque adoptant est propriétaire de son arbre. Il va ensuite